Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 3 février. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Nous prendrons dès le début de ce journal la direction de Pékin à 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Portrait ce soir de notre porte-drapeau, le skieur Arnaud Alessandria. Et puis sport toujours, et la très belle dynamique du moment de l'AS Monaco Football, le défenseur Axel Disasi sera notre invité dans un instant. Nous évoquerons également la crise sanitaire. Nous nous arrêterons ce soir sur la qualité de vie face à l'épreuve du Covid avec le philosophe Pierre Dulot. Et nous terminerons ce soir par la très belle histoire en cours, celle d'un cabinet d'architecture d'intérieur qui petit à petit se fait une place parmi les plus grands dans son domaine d'excellence. Et sans plus tarder, direction Pékin, comme je vous le disais, les Jeux Olympiques, J-1 avant la cérémonie d'ouverture. Le porte-drapeau de la délégation monégasque sera le skieur Arnaud Alessandria. Frédéric Elion et Lionel Bernardi l'ont rencontré lors de l'un de ses entraînements très physiques en principauté avant son grand départ pour la Chine. Arnaud Alessandria est presque né avec des skis au bout de ses pieds. Comme beaucoup d'athlètes de haut niveau, le Monégasque a débuté très tôt dans sa discipline de prédilection. J'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, mes parents qui m'ont mis sur les planches tout jeune. Mon père était moniteur de ski, du coup c'était assez naturel de me mettre sur la neige. Et derrière j'ai fait longtemps du ski mais en loisir, juste seulement pour le plaisir. Et un jour j'ai fait une épreuve, une flèche, une épreuve de l'ESF. Et en fait je suis arrivé en bas et je suis allé voir mon père, je dis c'est ça que je veux faire. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et même s'il attaque un peu tard la compétition par rapport aux autres jeunes qui habitent en station, les bons résultats arrivent vite et Arnaud gravit les échelons à grande vitesse jusqu'à une première participation aux Jeux Olympiques en 2014 où il termine 39e de la descente. C'était une super expérience, j'étais encore très jeune, donc je me suis fait un peu prendre par l'événement, j'étais un peu spectateur on va dire. Mais c'était une super expérience et vraiment hâte d'aller en Chine pour revivre ça. Depuis ses premiers jeux à Sochi, Arnaud Alessandria a gagné en maturité, a engrangé de l'expérience, en participant notamment aux championnats du monde à plusieurs reprises. De quoi appréhender au mieux ces JO de Pékin. Je vais essayer d'être conquérant, toujours me donner à fond comme ce que je fais tout le temps. Et l'objectif, ça serait bien d'atteindre les 25 premiers en descente, ça serait une belle course. Arnaud Alessandria participera à 3 courses sur ces Jeux Olympiques, la descente, le Super G et le combiné. Et la descente, l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques sera à suivre à 4 heures du matin, dès Potron-Minet dimanche. Allez, à noter tout de même aujourd'hui la première descente d'entraînement ce matin et le 31e temps réalisé par notre skieur rouge et blanc Arnaud Alessandria. Retour chez nous, sur nos terres, nos pelouses, avec notre invité foot ce soir, Axel Disasi. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ça va bien Monaco en ce moment, la Coupe de France, le championnat, la Ligue Europe. C'est reparti sur les chapeaux de roue avec un bel objectif, terminé. Allez, la saison tout près du podium, et même sur le podium, ce serait génial. Hein. Ouais, c'est pas mal. Là, on a acquis une belle victoire en Coupe de France dimanche et on espère continuer sur notre lancée ce week-end pour pouvoir se rapprocher de nos objectifs. On sait qu'on doit augmenter certains critères et ça commence dès ce week-end. Donc on est impatient et on a hâte de pouvoir se mesurer à Lyon. Ouais, on prend dans l'ordre parce que Lyon vient de gagner son match en retard contre l'Olympique de Marseille, de belle façon en plus, de belles factures. Un entraîneur qui avait du mal mais qui finalement se relance. Vous le savez, c'est presque un tournant quoi finalement ce match contre Lyon. Tournant, je sais pas, mais je sais qu'en tout cas c'est un adversaire direct pour les places européennes et comme vous l'avez dit, avec leur victoire à Marseille cette semaine, ils se sont bien replacés. Donc à nous de pouvoir les repasser devant et pouvoir encore grimper au classement. Ouais, c'est vrai que vous êtes 8e du championnat avec 33 points. Lyon est devant avec Montpellier-Rennes 34. On a du Strasbourg 35, Marseille 40 points. C'est très serré derrière l'intouchable pour l'instant Paris Saint-Germain. PSG éliminé de la Coupe. Ça vous enlève un adversaire de taille qui vous avez battu en Coupe de France l'an dernier en finale. Ça veut dire que le chemin vers le Stade de France passe par encore 2 rendez-vous. Et le prochain, c'est la semaine prochaine contre Amiens. Et là, il y a forcément un coup à jouer. Ouais, forcément, nous on a envie de retourner au Stade de France et voilà, on sait que
voilà, ça va pas être facile. Et voilà, il y a Amiens sur notre route mardi et on va tout faire pour passer. Mais avant ça, il y a un match important d'abord en championnat. Oui, match après match, c'est vrai, championnat, la Coupe mardi prochain et fin du mois, début du mois prochain, même mois de mars, le retour de la Ligue Europa. Ça aussi, c'est un bel objectif pour un club français. Hein. Ouais, c'est un bel objectif. On a pour ambition aussi d'aller le plus loin possible. Voilà, on a un jeune groupe. Pour la plupart, c'est la première fois où on joue une compétition européenne. Donc voilà, on apprend et on est aussi excité de pouvoir connaître ce que c'est des phases à élimination directe en Europe. Et puis en plus, Monaco retrouve un style de jeu très spectaculaire. Nouvel entraîneur, d'ailleurs une adaptation qui s'est faite assez rapidement. Quand on perd Niko Kovac et qu'on retrouve Philippe Clément, on voit que sur le match de Montpellier, sur le match de coupe face à Lens, il y a un petit aspect spectaculaire en plus, non? Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Voilà, c'est des coachs qui prennent un jeu offensif. Peut-être la seule différence, en tout cas pour moi qui est défenseur, c'est les ressorties de balles où avec Niko Kovac, on avait l'habitude de ressortir à 3 derrière et là on est plus à 4 derrière. Donc, au niveau ambiance, ça a l'air de bien se passer en ce moment en tout cas. On sent qu'il y a un petit quelque chose qui fait qu'on peut croire à un Monaco très ambitieux pour la fin de championnat. Vous nous le confirmez aujourd'hui en tout cas sur Monaco Info. Cette bonne entente, on essaie de la transférer sur le terrain aussi. Donc voilà, on est conscient qu'on peut aller chercher des choses sur cette seconde partie de saison. Donc à nous de mettre tous les critères assez hauts pour pouvoir les atteindre. On va se régaler, Axel. Déjà, vendredi, effectivement, ce match contre Lyon en championnat. Ensuite, il y aura encore un match à la maison de championnat, mais entre deux, il va y avoir la Coupe de France et Amiens. Pourquoi pas une place en demi-finale. Et puis ensuite, on réfléchira à ce qu'on peut faire sur la scène européenne, la Ligue Europa pour terminer la saison. Et pourquoi pas se retrouver en Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, pour la saison prochaine. Merci mille fois d'avoir pris du temps pour Monaco Info. Merci à vous. Bonne soirée. Et restons dans le domaine du sport. On rejoint tout de suite Frédéric Elion pour faire le point sur l'actualité du jour. Bonsoir à vous Frédéric. On commence par cette information pour les passionnés de voile. Bonsoir Christophe. Le 3e acte des Monaco Sportsboat Winter Series débute aujourd'hui en principauté. Les J70 seront à l'honneur avec une quarantaine de formations internationales attendues sur le plan de monégasque. À mi-saison, l'équipage du Yacht Club de Monaco, mené par Ludovico Facitelli, est en tête du classement général. Et cette réunion à présent, présidée ce matin par le ministre d'État, Pierre Dartout. La première réunion du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Lors de cette séance plénière, le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, a présenté la stratégie nationale. Elle repose sur des principes directeurs tels que la prévention, la dissuasion, la coordination nationale et la coopération internationale. Pour assurer sa mise en œuvre effective, le comité est composé de 2 collèges. Cette thématique sera également développée samedi dans votre émission Grand Format sur Monaco Info. Sébastien Borgna vous présentera la place financière monégasque, ses atouts, ses ambitions. Pour évoquer cela, plusieurs invités en plateau, notamment Étienne Franzy, le président de l'Association monégasque des activités financières. Une émission à découvrir samedi soir à 21h sur notre chaîne. On termine, Frédéric, par cet appel à participation au 6e Forum des artistes de Monaco. La direction des affaires culturelles organisera les 2 et 3 juillet une exposition d'artistes plasticiens monégasques ou résidant depuis plus de 5 ans en principauté à l'espace Léo Ferré. Une manifestation accessible au public de 11h à 19h. Les artistes qui souhaitent y participer devront retourner par mail ou courrier leur dossier de candidature avant le 1er mars. Et dans votre journal, on va s'arrêter ce soir un instant sur la crise sanitaire et sa gestion philosophique en matière de qualité de vie. Et avec nous ce soir, le conférencier Pierre Dulot. Bonsoir Pierre Dulot. Eh bien, bonsoir à vous et merci à vous de m'accueillir et de me donner l'occasion de prendre la parole. Vous êtes à Monaco à l'occasion de rencontres philosophiques au diocèse de Monaco, à l'Agora. Absolument. Question Absolument. Très intéressante, puisqu'on va parler de qualité de vie à l'épreuve du Covid. On sait que c'est compliqué depuis le premier confinement, depuis mars 2020, ça fera bientôt 2 ans. Beaucoup de choses ont changé, notamment le port du masque, rendu obligatoire un peu partout, comme à Monaco encore aujourd'hui. Et votre dernier ouvrage d'ailleurs s'appelle « Faire face », ça tombe bien.
C'est un ouvrage qui porte sur les contraintes sanitaires et qui essaye d'envisager leur sens philosophique en fait, puisque tout le monde a bien compris que la crise du Covid n'était pas un accident de l'histoire du monde, mais c'est un authentique événement. Et donc de ce point de vue-là, cet événement nous requiert de notre part un authentique effort de pensée. Et particulièrement, oui, ce qui a retenu notre attention avec Martin Stephens, c'est un ouvrage coécrit avec Martin Stephens, c'est la question du port du masque sanitaire obligatoire, parce que nous pensons que ça modifie en fait en profondeur l'existence sociale, politique, morale des individus, et donc qu'il valait la peine de faire un effort spéculatif pour essayer de comprendre ce qui était en train de se jouer. Avec évidemment une grande différence entre le masque qu'on utilise quand on apprend le théâtre, par exemple, hein, le masque théâtral avec le masque sanitaire, ce bout de tissu. Hein. Pour comprendre le problème du masque, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un visage humain, en fait, et c'est toute une partie du livre concerne cette question. Le paradoxe du visage de l'homme, c'est qu'il est à la fois ce que nous avons de plus propre, c'est-à-dire que mon visage, c'est ce qui m'exprime dans ma singularité tout à fait personnelle, et c'est en même temps ce qui ne m'appartient pas, puisque au moment où je vous parle, mon visage, je ne le vois pas, il est à vous, en quelque sorte. Et donc c'est ça le beau paradoxe du visage humain, c'est qu'il est à la fois ce que nous avons de plus propre, et en même temps ce que nous ne possédons jamais, donc ce qui nous signale comme être de relation. Et de ce point de vue, le port du masque obligatoire a quelque chose d'inquiétant, hein, il faut le dire aussi, puisqu'il il efface notre singularité, hein, il nous invisibilise, et surtout, il risque de nous nier comme être de relation. La question existentielle, elle est toute simple, est-ce qu'on va revenir un jour au monde d'avant ? Il n'y aura pas de retour à la vie d'avant, bien sûr que non. Les dispositifs techniciens d'ailleurs qui ont été mis en œuvre pour, sectoriser la vie, la tracer, la contrôler, en vérifier le caractère en permanence immunisé, ces dispositifs ne disparaîtront pas comme par magie, quand bien même l'épidémie s'arrêterait dès demain, miraculeusement. Qu'est-ce qui est le plus prégnant aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque le plus à l'être humain que nous sommes dans la liberté? C'est le visage humain, c'est la disparition des visages de l'espace public, le visage des enfants qui depuis 1 an et demi, en tout cas en France, sont masqués continuellement. Nous sommes des êtres de relation la quête de l'immunité permanente risque de nous nier dans notre caractère relationnel. Donc moi personnellement, ce qui me manque, ce sont les visages, la joie de la rencontre des visages. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile moralement à soutenir. En plus, il y a une nouvelle façon de vivre, il y a eu le travail à distance, il y a plein de choses différentes aujourd'hui. Il est certain que la virtualisation de nos rapports depuis des décennies, via Internet, via les réseaux sociaux, via la multiplication des tablettes, des ordinateurs, nous a préparés à l'expérience du confinement et à cette nouvelle manière de nous rapporter les uns aux autres à l'heure du Covid. Donc il est certain que l'événement du Covid vient en point d'orgue d'un processus qui est en cours depuis 30 ou 40 ans. Disons que je pense que ce qui est nécessaire, c'est de nous interroger quand même sur le sens de notre présence les uns pour les autres et de savoir si l'immunité, la recherche d'une immunité, peut réellement être le but d'une société. Pour la raison que l'immunité, c'est le contraire exact d'une communauté. On essaie de rendre ce monde meilleur aussi, et d'être meilleur peut-être avec ces contraintes-là. Qui sait trouver quelque chose de positif par rapport au marasme ambiant, on est bien d'accord pour conclure. La liberté ne peut se déployer qu'à partir d'un certain nombre de contraintes qui sont toujours et déjà données. La question est de savoir quelles sont ces contraintes et la question est de savoir si elles sont légitimes. Et ça, c'est justement un propos philosophique et sans doute un point qu'on abordera ce soir. Comment déterminer la légitimité des contraintes sociales qui permettent le déploiement d'une liberté civique et d'une liberté authentique. Tout cela lors de ces rencontres ô combien passionnantes au diocèse de Monaco. Je l'espère. Merci. Mille fois d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info, Pierre Dulot. Et puis je vous conseille le livre Faire face, ouvrage à retrouver sur les meilleures plateformes. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. On va parler élégance maintenant, réussite et performance avec Humbert et Poyer. Voici le nom d'un cabinet d'architectes d'intérieur haut de gamme basé en principauté. Les deux fondateurs ont été honorés récemment par le président français pour la qualité de leur travail. Présentation ce soir de cette success story avec ce reportage signé Fabien Bonilla, Orazio Gaggino, Clélia Renaud et Julien Poinas. Le Français Émile Humbert et le Monégasque Christophe Poyer se rencontrent en 2007, tout fraîchement diplômés, et décident de créer l'agence Humbert & Poyer. Le groupe Giraudy, par le biais de la marque de restauration Beef Bar, leur fait confiance en premier. C'est ainsi que l'aventure naît pour ces deux architectes d'intérieur.
15 ans plus tard, ils ont 2 agences, une à Monaco, une à Paris. Ils travaillent avec 36 collaborateurs. Leurs projets ont depuis été réalisés à travers le monde dans 31 pays, que ce soit des restaurants, des appartements, des hôtels ou des immeubles comme ici, à Monte-Carlo, avec le 26 Carré Or. Humbert & Poyer est un cabinet d'architectes d'intérieur spécialisé dans les projets de luxe et haut de gamme. Moi j'aime à dire, et on aime à dire que chez Humbert & Poyer on ne se refuse rien, qu'on a un style qui revisite les codes classiques du luxe et qui les réinterprète de manière contemporaine, un style un peu joyeux, qui représente la joie de vivre, et aussi qui, je pense, représente un certain lifestyle contemporain Riviera aujourd'hui. Et dans le cadre de leur travail d'excellence, Émile Humbert et Christophe Poyer viennent d'être reçus au Palais de l'Élysée par Emmanuel Macron parmi 100 projets qui font rayonner la création française à l'international. C'est un prix qui était décerné par le ministère de la Culture et par Emmanuel Macron sous le patronage de Philippe Starck. Donc voilà, on était assez honorés d'être dans cette sélection. Et en fait, c'est un prix qui récompense ce qu'on appelle le French Design, donc le style français, à l'international. Donc on a été récompensé pour une boutique qui s'appelle Aquazzura, qui est une boutique de chaussures qu'on a réalisée à New York. C'est un grand bonheur pour nous parce que c'est 15 ans de travail, 15 ans de beaucoup de projets et de travail, donc c'est une belle récompense. Humbert & Poyer n'a pas l'intention de s'arrêter là. Parmi les nombreux dossiers en cours, des restaurants et des hôtels, toujours à travers le monde, de l'Autriche à la Chine, en passant par Saint-Moritz en Suisse. Et dans les projets à plus long terme, Humbert & Poyer souhaiterait se lancer dans l'architecture d'intérieur dans le domaine du yachting. La météo de ces prochaines heures. Avec vous, Frédéric Allion. Le ciel va se couvrir demain, Christophe, avec une journée bien nuageuse, une possibilité d'averse le matin et des températures comprises entre 8 et 12 degrés. Vendredi 4 février, nous fêterons les Véroniques. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et nos envoyés spéciaux au plus près de la Rocca Team, vous le savez, en déplacement en Serbie. Manuel Vitali vous propose un détour par l'église orthodoxe Saint-Sava de Belgrade. On se retrouve demain, 19 h, avec Frédéric Allion pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.